Ok, tout le monde se calme. Fin du monde. Prise 1. Au début, cela ressemble à une boule de feu. Elle grossit d'une minute à l'autre. Bientôt, elle semble être plus grosse que le soleil. Les gens sont figés sur place, les yeux rivés sur le ciel. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent courir pour sauver leur vie. Non pas que cela va les aider. L'astéroïde percute la Terre avec une force énorme. Il ne s'arrête pas de bouger avant d'avoir traversé la croûte terrestre à une profondeur de plusieurs kilomètres. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Toutes les créatures et les personnes qui sont assez proches pour assister à la collision ne vivent pas plus de quelques secondes. Le sol autour du cratère d'impact est recouvert de centaines de mètres de cendres brûlantes et de gravats. Quelques secondes à peine après la collision, l'herbe, les arbres et les buissons à des kilomètres à la ronde prennent feu. Mais ce n'est pas tout. La collision déclenche une série de catastrophes naturelles, à commencer par des tsunamis. Ce qui n'a pas brûlé dans les premières minutes est inondé. Dans certains endroits, les vagues du tsunami dépassent 305 mètres de hauteur. Des tremblements de terre commencent à secouer la planète. Moins d'une heure après que l'astéroïde s'est écrasé sur la planète, une rafale de vent fouette le monde. Sa vitesse est de plus de 1000 km/h. L'ouragan aplatit tout ce qui est encore debout et disperse des débris sur des kilomètres à la ronde. Un peu plus loin de la zone d'impact, le ciel commence à s'assombrir. C'est pourquoi les étoiles filantes semblent encore plus brillantes. Mais ce ne sont pas des étoiles, ce sont des débris qui retombent en pluie sur la planète. Ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre en brillant d'un rouge inquiétant à cause du rayonnement infrarouge. Ce ne sont que les premières heures après la collision, mais le ciel est presque complètement noir. Au moment où il commence à s'éclaircir, il n'y a plus de vie sur la planète. Les cendres sont encore en suspension dans l'air. Quand il pleut, l'eau devient très acide. Les incendies continuent de faire rage. Ils produisent des tonnes de toxines qui détruisent la couche d'ozone. La Terre perd son dernier bouclier contre les radiations du Soleil. Ok, ce scénario est un peu trop sombre et triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fin du monde pourrait être bien différente. Un jour, une planète errante pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et sur une orbite extrême plus éloignée du Soleil. Le climat de toute la planète commence à devenir de plus en plus froid. Il devient impossible de vivre près des pôles. Toute la vie se rassemble près de l'équateur. Très vite, la moitié de la planète se transforme en un désert glacé. La nourriture et d'autres ressources commencent à manquer. Il fait de plus en plus sombre. Il n'y a pas assez de lumière pour que les plantes obtiennent de l'énergie. Elles se fanent et les animaux qui s'en nourrissent ne peuvent plus s'alimenter et meurent. Plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. Au final, notre belle planète bleue s'éloigne trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transforme en un morceau de roche sans vie recouverte d'une épaisse couche de glace. Non, cette fin n'est pas très joyeuse non plus. Elle fait même froid dans le dos. Autre chose? Le Soleil pourrait s'étendre et se transformer en géante rouge. Si cela arrive, ça changera toute la zone habitable du système solaire. Le processus commence quand notre étoile n'a plus d'hydrogène dans son noyau. Cela déclenche plusieurs réactions. Au final, le noyau se réchauffe et devient plus dense, ce qui fait grossir le Soleil. Pendant cette transformation, le Soleil avale Vénus, Mercure et la Terre. L'étoile en expansion engloutit notre planète avant même qu'elle n'atteigne l'extrémité de sa phase de géante rouge. Elle va croître encore pendant environ un demi-million d'années. Dès que la Terre est dans l'atmosphère du Soleil, son orbite change. La planète s'enfonce en spirale dans la chaleur torride de l'étoile. Mais rien ni personne n'est là pour en être témoin. Bien avant cela, le Soleil a fait évaporer tous les océans de notre planète. À la fin, la Terre fond. Ok, ça pourrait être quelque chose de très différent. Partout dans le monde, les gens se réveillent au milieu de la nuit. Il fait aussi clair que pendant la journée, mais ce n'est pas la lumière du Soleil. Les cieux sont illuminés d'innombrables aurores, rouges, vertes, violettes. Elles apparaissent même dans les régions où personne n'en a encore vu, comme aux Bahamas, en Jamaïque ou à Hawaï. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz en combustion, en constante évolution. De temps en temps, il crache des rafales d'énergie. Ce sont les éruptions solaires. Elles sont souvent accompagnées d'éjections de masse coronale. Cette fois, le Soleil a produit une tempête géomagnétique épique et l'a lâchée sur la couche protectrice de notre planète. Des vagues de particules chargées frappent l'atmosphère de la Terre. Le champ magnétique de la planète n'est pas assez puissant pour l'arrêter. Il cède et la tempête frappe la Terre, causant des ravages.
Elle commence par perturber les GPS et mettre hors service les satellites. Ensuite, la tempête perturbe les communications par satellite. Mais l'une des pires conséquences est liée au réseau électrique. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommagent les transformateurs géants. La Terre se retrouve sans électricité pendant des années. Il n'y a pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone, les systèmes d'approvisionnement en eau sont hors service. Il n'y a pas de nourriture dans les supermarchés, il n'y a pas d'électricité et les gens ne peuvent pas redémarrer les réseaux électriques déjà endommagés. La faune sauvage s'empare de la planète, créant une sorte de monde post-apocalyptique. Comme dans certains films, les singes dominent la planète pendant un moment. Ok, quoi d'autre? Si tu disposais de la vision gamma, tu serais capable de voir des flashs immenses. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui t'entoure puis disparaissent à nouveau. Ces flashs sont des sursauts gamma. L'un d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère de la Terre. Le flash qui va détruire notre planète est né dans une galaxie lointaine lorsque 2 étoiles en effondrement ont fusionné. Il est immensément puissant. Il transporte 10 quadrillions, soit 1 suivi de 16 zéros, fois plus d'énergie que notre Soleil. Lorsque l'explosion se trouve à 1000 années-lumière de la Terre, elle brille déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète essaie de nous protéger lorsque l'explosion s'approche trop près. Mais ce bouclier ne dure pas. Le rayonnement est si puissant qu'il cuit littéralement l'atmosphère. Il crée des oxydes d'azote qui détruisent la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frappent de plein fouet la surface de la Terre. Ils anéantissent le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit entre 50 et 70% de tout l'oxygène de notre planète. Il disparaît donc et bientôt, il y a un grave manque d'oxygène. La vie terrestre disparaît en premier. Ensuite, les créatures commencent à disparaître des mers et des océans. Finalement, la chaleur et les rayons ultraviolets du Soleil transforment la planète en un énorme morceau de roche stérile. Bon, aucun de ces scénarios n'est vraiment réjouissant. Alors gardons la Terre comme elle est, d'accord? Ou sinon, pourquoi ne pas faire exploser Mars à la place? La rotation est une chose drôle, pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent. Des galaxies aux atomes, l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne !» crièrent-ils alors. CQFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km/h. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km/h. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielles de la Terre est qu'elle crée des ceintures et des bandes non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ses nuages causées par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km/h. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche au pôle nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne,
européenne utilise le centre spatial de la Guyane en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois. En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ 3 paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation! Au loin! Le mégaséisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millièmes de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnée par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées, 1er janvier à 0h, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique. Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel.
Comment cela se fait-il? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus? Backspin? Tennis? Je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lequel on les observe. Les expériences menées au Grand Collisionneur de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre-ruban pour gaucher? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes. Non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel.
Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial ? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors ! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment,
la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse. Place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial.